Africa. Entrepreneur de la diaspora africaine, vous avez un projet d'affaires en Afrique? Imaginez pouvoir retrouver en quelques clics toutes les offres de services adaptées à vos besoins. Découvrez le Hub Meet Africa, la plateforme digitale d'orientation et d'information des entrepreneurs de la diaspora africaine. Vous recherchez des opportunités d'affaires, des programmes d'accompagnement technique ou financier, de l'information, des partenaires, des experts ou des consultants locaux? Conçu par et pour ses utilisateurs, le Hub Meet Africa met à votre disposition gratuitement une cartographie simplifiée des dispositifs d'appui, quel que soit l'état de maturité de votre projet, le secteur couvert, le pays visé et vos besoins d'accompagnement. Identifiez des partenaires et experts basés dans le pays de résidence ou d'installation de votre projet d'entreprise et obtenez des conseils sur mesure et des retours d'expérience pour le mener à bien. La recherche d'offres d'accompagnement n'a jamais été aussi simple. Les offres du Hub Meet Africa proposent des informations ciblées et pertinentes à tout entrepreneur de la diaspora désireux d'entreprendre en Afrique. Concrétisez vos projets business grâce aux outils collaboratifs et partagés. Positionnez votre projet grâce à l'outil d'aide à l'orientation. Accédez à des ressources efficaces et vérifiées pour comprendre le marché local et développer votre business. Entrez en relation avec les organismes d'appui à l'entrepreneuriat, les mentors, les experts, les investisseurs et tous les acteurs au service de l'entrepreneuriat de la diaspora en Afrique et en Europe. Interagissez avec les membres de la communauté à travers un post-it board et bien plus encore. Vous avez des idées et des rêves en Afrique? Vous souhaitez partager votre expertise et vos compétences? Rejoignez la communauté du Hub Meet Africa. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce webinaire aujourd'hui dont le sujet est autour du partage d'expérience. Entrepreneurs de la diaspora de Côte d'Ivoire, quelles opportunités et quels accompagnements. Avant de commencer, je vais vous donner quelques éléments pour que le webinaire se passe au mieux. Pour ça, je vais partager mon écran que vous devez voir normalement. Hop. Hop. Et voilà. Alors, pardon, bonjour et bienvenue de nouveau pour ce webinaire. Donc, avant qu'on commence, quelques éléments. La première chose, c'est un webinaire qui est en français, mais avec la traduction simultanée, il est également possible de le suivre en anglais. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui ressemble à une petite terre en bas de votre écran. So this webinar will be in French, but you can also follow it in English with the translation. To do so, you just have to click on the little hearth at the bottom of your screen. Également, c'est un webinaire qui est enregistré. Vous pourrez donc le regarder en replay sur la chaîne YouTube de Anima. Enfin, pour que le webinaire se passe au mieux, merci à tous les participants de bien couper leur micro et leur caméra pendant le webinaire, de ne pas hésiter aussi à lever la main quand vous voulez prendre la parole, parce que je le dis maintenant, je le répéterai encore, l'idée c'est vraiment que le webinaire soit aussi participatif. On a la chance d'avoir des experts dans leur domaine en Côte d'Ivoire sur l'entrepreneuriat, les projets, etc. Je vous invite complètement à poser vos questions, même aux structures qui sont présentes, de vraiment essayer de rendre ce webinaire en fait vivant et interactif au mieux. Et pour ça, je vous invite donc à lever la main quand vous voulez prendre la parole et ne pas hésiter aussi à écrire dans la boîte de dialogue. Poser vos questions ou autres. Voilà. Donc, rapidement, comment est-ce que le webinaire va se dérouler? Je vais d'abord introduire un petit peu Anima et le projet Meet Africa. Pourquoi est-ce qu'on fait les webinaires aujourd'hui? Et je laisserai ensuite la parole aux intervenants. Voilà. Donc, d'abord, Anima, en fait, c'est
une plateforme pour la coopération économique entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est en fait un réseau de 70 organisations qui compte en fait des agences de promotion, des organisations de développement économique, des centres de recherche et différents réseaux à la fois d'investissement, d'innovation, d'entreprise. Et en fait, l'idée, c'est qu'ensemble, ils travaillent pour relever les défis qu'ils ont en commun et promouvoir donc les projets du secteur privé pour un développement qui soit économique, durable, attractif et partagé. En fait, le réseau se mobilise sur 4 grands secteurs que sont donc la promotion des investissements et des impacts, l'appui au secteur privé, l'innovation et la mobilisation des talents expatriés, de leurs ressources matérielles et immatérielles. Un des projets sur lequel travaille donc Anima, c'est le projet Meet Africa, qui est un projet financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, qui est mis en œuvre par Expertise France, avec l'appui notamment de la GIZ, du Conseil présidentiel pour l'Afrique et Anima, sur 2 volets notamment, que sont donc ces webinaires et la plateforme digitale euro-africaine d'information et d'orientation, qu'on a appelé le Hub Meet Africa et dont je parlerai un petit peu plus en détail juste après. Donc, c'est un programme Meet Africa qui s'adresse aux entrepreneurs de la diaspora de 6 pays, que sont le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait en fait des webinaires focus pays. Aujourd'hui, c'est le Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs le dernier focus pays. Les autres ont déjà été faits et encore une fois, vous pouvez les retrouver en replay sur la chaîne YouTube Anima. Voilà, c'est un programme donc, qui s'adresse aux entrepreneurs de la diaspora de ces 6 pays et aux organisations d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora en Afrique et en Europe. C'est donc également un programme d'accompagnement qui a accompagné environ 140 entrepreneurs. C'est un fonds d'amorçage qui finance 170 entreprises, un réseau euro-africain d'organisations mobilisées pour l'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora africaine et un salon de l'entrepreneuriat de la diaspora africaine qui a eu lieu en février dernier et qu'on a appelé le Forum des entrepreneurs de la diaspora. Voilà rapidement maintenant sur le Hub. C'est une plateforme d'orientation et d'information, en fait, qui est fait et construit par les organismes et les entrepreneurs de la diaspora pour, d'une part, orienter les entrepreneurs vers les services d'accompagnement qui sont adaptés à leurs besoins. Il y a par exemple un outil d'orientation pour les entrepreneurs sur le Hub. Il y a également plein d'informations sur les 6 pays. On y retrouve par exemple des informations juridiques, administratives sur les marchés de ces pays-là. Et en fait, c'est aussi un espace d'échange de l'écosystème entrepreneurial euro-africain. Il y a différentes fonctionnalités, par exemple un agenda participatif. Il y a aussi un post-it board où, par exemple, les entrepreneurs peuvent jeter un petit peu des bouteilles à la mer en demandant des conseils, en laissant des informations et ils peuvent discuter entre eux. Voilà, j'en profite pour dire que Anima avec Meet Africa sera présent dans les 6 pays, notamment pour des ateliers d'intelligence collective, pour présenter un petit peu les nouvelles fonctionnalités du Hub et aussi réfléchir ensemble avec les structures d'accompagnement et les entrepreneurs comment améliorer ce Hub, comment valoriser les offres pays et les offres d'accompagnement qui sont sur le Hub. Donc, j'invite les structures d'accompagnement présentes dans ces différents pays, à être présents et on sera notamment en Côte d'Ivoire le 7 juin. Voilà, je vous présente les intervenants que nous avons aujourd'hui pour discuter donc des entrepreneurs de la diaspora ivoirienne. Quelles opportunités et quels accompagnements nous avons avec nous Jean-César Lamet de Business France, également Guy Fernand Appella, s'il a pu nous rejoindre, il y a eu un petit problème technique au début, pour le CIED, et enfin Herman Kouassi pour Incubivoire et l'incubateur Incubivoire. Je laisse donc la parole à Jean-César et je les remercie tous les 3 grandement d'être présents avec nous. Et je répète, encore une fois, n'hésitez pas à leur poser des questions et profiter de leur présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Je prends la parole, je pense que vous m'entendez bien. Parfait. Donc, Jean-César Lamer, donc, merci Oriane pour cette introduction. Donc, moi, je suis basé à Abidjan, je suis le directeur de Business France ici. Donc, voilà, on m'a dit 10 minutes, un quart d'heure pour vous parler de la Côte d'Ivoire.
Je vais d'abord vous présenter ce qu'on fait pour Business France. Donc, ça vous donnera une orientation un peu après de la vision qu'on a de ce pays et des opportunités. Voilà, donc Business France, on est une agence gouvernementale française. Ici, à Abidjan, on est une équipe de 10 personnes. On est basé au sein de l'ambassade de France. Et on accompagne chaque année à peu près 300 à 350 PME françaises par an sur ce marché. Notre rôle, c'est d'aider les PME françaises à prospecter le marché. Donc, on n'est pas, par rapport peut-être à mes collègues, dans une phase de structuration de projet, définition de projet pour les entrepreneurs. Voilà, nous, on travaille pour les entreprises, donc les entrepreneurs qui ont des structures basées en France et qui veulent en effet prospecter. Et notre rôle principal, on fait des programmes de rendez-vous. Donc, c'est assez simple, c'est de la mise en relation avec des contacts locaux, soit des clients, soit des partenaires pour ces entrepreneurs ou entreprises françaises. Donc voilà pour notre cœur de métier. On travaille en zone. Donc sur la zone Afrique subsaharienne, on a une cinquantaine de personnes dans 8 bureaux, voilà, dont un des principaux bureaux est celui d'Abidjan, donc avec, comme je l'ai dit, 10 personnes. Alors la vision qu'on a de la Côte d'Ivoire, c'est un marché de taille moyenne. C'est un marché, c'est 27 millions d'habitants à la Côte d'Ivoire, avec une classe moyenne qui se développe, mais qui reste encore réduite. Voilà, mais c'est un marché qui est incontournable sur la zone. Voilà, donc on parle de hub, c'est un vrai hub régional. Alors, ce n'est pas un hub pour l'Afrique subsaharienne. Voilà. Pour nous, c'est le principal hub pour l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, beaucoup d'entreprises, notamment françaises, découvrent les opportunités de cette zone en rentrant sur la Côte d'Ivoire par rapport à cette notion de hub. C'est tout d'abord une croissance économique solide. On sort de l'époque Covid, mais même pendant l'année Covid, donc en 2020, la Côte d'Ivoire était un des seuls pays au monde à avoir une croissance qui était maintenue positive. C'est une croissance qui était limitée à 2%, mais c'était un exploit mondial d'avoir cette croissance positive. Aujourd'hui, le potentiel de croissance de la Côte d'Ivoire, il est assez intéressant. Il est autour de 6 à 7% par an et ça va continuer pour les prochaines années. Donc voilà, c'est des prévisions qui sont intéressantes. Voilà, on n'est pas encore sur des croissances à double chiffre, tout le monde l'ambitionne. Pourquoi pas? Il y a des défis qui arrivent en Côte d'Ivoire, notamment l'arrivée du oil and gas, du pétrole, qui pourrait amener un surplus de croissance, mais c'est encore un peu tôt pour en parler. Le troisième, à part la notion de hub, la notion de croissance économique qui reste solide et résiliente, le troisième facteur global qui fait qu'il y a un intérêt pour la Côte d'Ivoire, pour les entreprises françaises, c'est la forte présence française en Côte d'Ivoire. Au-delà, on va dire, des filiales, des filiales françaises, que peut être Orange, que peut être Canal+, que peut être les groupes de construction, Bouygues ou autres, il y a beaucoup d'intérêts français en Côte d'Ivoire, et notamment des Français qui ont également la société ivoirienne établie depuis longtemps en Côte d'Ivoire, et aussi des Ivoiriens, enfin des Français d'origine ivoirienne qui ont leur structure en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous venez en Côte d'Ivoire pour développer votre projet, vous avez souvent besoin de clients et de partenaires. Et souvent, ces premiers clients, ça peut être ces entreprises ayant un lien fort avec la France, encore une fois, soit des filiales, soit des Français implantés en Côte d'Ivoire depuis longtemps, soit des Français d'origine ivoirienne qui s'implantent dans le pays. Donc, cette densité de contacts, c'est plusieurs centaines, voire des milliers d'entreprises, est très importante dans l'approche projet que vous pouvez avoir. Alors après, moi, je voulais partager avec vous, par rapport à la vision que nous, on a des 350 entreprises qu'on accompagne chaque année, un peu la vision des opportunités sectorielles pour, voilà, si vous avez des projets dans ce secteur-là, vous puissiez positionner ou pas la Côte d'Ivoire. On parle toujours au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une économie qui est portée par son agriculture. Voilà, donc, vous savez tous que la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial de cacao, également de noix de cajou, mais c'est également un producteur important dans le domaine de l'EVA, du caoutchouc, des mangues, ananas, bananes. Donc, il
il y a tout un développement agricole qui est important. Et les défis, là, les enjeux sur le domaine agricole, ils sont à tous les niveaux. Aussi bien de développer l'agriculture actuelle, plus de rendement, que déjà après, on va parler de premières transformations, des applications pour améliorer le stockage, la logistique, le calibrage des produits pour en faire des produits plus accessibles, je ne sais pas, pour la GMS ou voire pour l'export. Et après, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans la transformation, donc l'industrie agroalimentaire. Il y a déjà une industrie agroalimentaire, mais il y a un potentiel très important à ce niveau-là. Le deuxième point que je voulais mentionner, donc on a beaucoup de projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire, mais ce n'est peut-être pas des projets qui sont liés à des projets d'entrepreneurs, la construction de routes, la construction de ponts, mais il y a quand même des solutions qui peuvent être apportées par les entrepreneurs. Alors, les défis sont aussi également importants, les enjeux. On peut parler d'électrification, d'électricité, accès à l'eau. Donc, le gouvernement a beaucoup d'actions à ce niveau-là. Ça n'empêche qu'il y a aussi de la place pour des acteurs, des entrepreneurs, s'ils ont des solutions pour améliorer, je sais pas, réduire les fuites sur le système d'alimentation en eau, avoir des systèmes de filtration d'eau qui soient décentralisés. Donc, ça, c'est pour l'eau. Pour l'électricité, ça peut être pareil. Le gouvernement a beaucoup d'initiatives sur ce qu'on appelle le on-grid, donc développer le réseau électrique, mais ça n'empêche qu'il y a aussi des solutions à apporter sur le grid, des solaires, des panneaux solaires pour les entreprises pour avoir moins de consommation d'énergie. Tous ces sujets peuvent être intéressants. Également, dans les gros sujets d'infrastructure, il y a tout ce qui concerne le transport urbain. Vous savez qu'à Abidjan, il y a un grand projet de métro. Il y a des projets de BRT, donc ça, encore une fois, c'est des projets pilotés par les autorités ivoiriennes, mais ça n'empêche qu'il y a des besoins d'améliorer le transport urbain. Donc des applications, de connaître quand va arriver les bus ou de payer par mobile money son taxi plutôt que de devoir gérer de la monnaie. Donc il y a plein d'applications, des sujets qui existent, qui sont mis en application ou des besoins par rapport à ces enjeux-là. Donc, je répète, eau, électricité, transport urbain. Une grosse date qu'il faut garder en tête aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la CAN 2023 et qui aura lieu en début 2024 en Côte d'Ivoire, donc janvier-février. Donc voilà, il peut y avoir aussi des sujets autour de la CAN, c'est de la diffusion, c'est de la sécurité, c'est de l'animation, c'est plein d'opportunités autour de la CAN. Les autres opportunités au niveau des entrepreneurs que l'on voit, ça va être des sujets autour de l'éducation. Voilà, il y a beaucoup de défis au niveau de l'éducation, au-delà des projets, encore une fois, gouvernementaux. Voilà, les Ivoiriens investissent beaucoup dans l'éducation, donc l'EdTech, c'est des sujets porteurs, l'éducation privée, les cours privés, toutes les solutions au niveau de l'éducation. Il y a des solutions autour de la santé également, sur lesquelles il faut avoir des besoins pour des entrepreneurs, des solutions autour des services financiers, autour du développement du mobile money. Vous savez que c'est une statistique que moi j'ai vue récemment que l'Afrique représente 66% du marché mondial du mobile money, c'est en Afrique. Donc tous les pays d'Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, utilisent peut-être mieux qu'en Europe, mieux qu'en France, en tout cas, le potentiel du mobile money. Donc, il y a encore des choses à faire. Il y a des enjeux de cybersécurité, quand on développe des applications de fintech ou d'autres autour des télécoms et de l'Internet. Il faut aussi savoir se protéger. Et là-dessus, du coup, il y a des opportunités qui se positionnent. Donc, on voit enfin autour des projets d'entrepreneurs, moi, peut-être le message pour terminer à mon niveau, que les secteurs d'application sont très variés. Je parlais santé, éducation, secteur financier, même assurance. On voit des entrepreneurs qui se positionnent sur le secteur de l'assurance, l'agroalimentaire, l'industriel. Je ne vais pas parler de la grande distribution, mais il y a des enjeux de distribution, de logistique au niveau de la distribution qui peuvent être intéressants. Mais tout tourne autour souvent de deux facteurs technologiques, et le téléphone portable, que ce soit le téléphone basique ou le smartphone.
Et puis, deux, les applications qui nécessitent de la géolocalisation. Voilà, donc on voit beaucoup de projets. Comme ça, en tête, je peux en citer deux, que ce soit, par exemple, dans les prévisions météo. Voilà, il y a des systèmes d'entrepreneurs qui aident à prévenir les risques d'orage ou les prévisions de pluie grâce à des systèmes de géolocalisation et de radars à installer un peu partout pour donner de l'information fiable, soit aux agriculteurs, soit aux personnes vivant dans les milieux urbains, pour les prévenir des orages qui peuvent être dangereux. Et puis, je ne sais pas, sur la partie aussi géolocalisation, la possibilité pour l'État de récolter des impôts. Il y a aussi des applications qui ont été développées à ce niveau-là, grâce, encore une fois, à des tablettes portables ou des téléphones et des applications avec de la géolocalisation. Ces deux facteurs technologiques sont peut-être clés un peu dans plein de secteurs applicatifs de tout ce que j'ai cité, éducation, santé et développement agricole ou autre. Voilà, donc c'est les points que je voulais partager avec vous. Et je suis bien sûr ouvert à des questions avant de céder la parole ou peut-être de continuer les interventions avec mes collègues. Merci beaucoup, Jean-César, pour cette vision globale de comment est-ce que le marché, justement, du coup, en Côte d'Ivoire. Et en effet, c'est intéressant d'avoir cet élément un petit peu innovation qui est important à prendre en considération, justement, dans tous les secteurs qui sont porteurs. Je invite encore une fois les participants à poser des questions. Et sinon, on va laisser la parole à Guy, qui devrait être normalement là et ça devrait fonctionner. Voilà. Je l'invite à prendre la parole. OK. Merci, Oriane. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir associé notre organisation à ce cadre synergique d'échange pour apporter des informations à la diaspora qui souhaite entreprendre en Côte d'Ivoire. Je suis Guy Fernand Appela. Je suis coach en entrepreneuriat et structuration des entreprises. J'ai une expérience d'une 20aine d'années dans le domaine de l'accompagnement et le coaching. Je travaille pour le compte de Côte d'Ivoire Entreprise Développement, CIED, une ONG ivoirienne dédiée à la mise en œuvre du programme d'appui de l'entrepreneuriat développé par l'IECD, l'Institut européen de coopération et de développement. L'IECD est une ONG présente en Côte d'Ivoire depuis 1998, une ONG française, et qui existe depuis 35 ans et qui est présente aujourd'hui dans 18 pays dans le monde. Nous travaillons sur 3 grands secteurs d'activité, dont l'entrepreneuriat, le sujet qui nous anime ce jour. À ce jour, ce sont plus de 13 000 entrepreneurs et porteurs de projets qui sont passés par nos centres de formation et d'accompagnement à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et San Pedro. En moyenne, nous recevons 400 entrepreneurs à former et accompagner par an. Parmi ces entrepreneurs, nous avons 60% de femmes, 70% de jeunes et 20% de porteurs de projets. Les secteurs qui sont plus représentés par ces entrepreneurs sont les secteurs de la prestation de services, l'artisanat, le commerce, l'agriculture, la petite industrie et l'informatique. Entrepreneurs de la diaspora ivoirienne. Quelle opportunité et quel accompagnement? Thème assez intéressant pour vous. La diaspora africaine, après une étude selon la Banque mondiale, représente une communauté d'environ 4 millions de personnes. Donc, beaucoup envoient des fonds à leurs proches, à leurs familles. D'autres, par contre, décident d'entreprendre dans leur pays d'origine. Et pour ces derniers, ils sont beaucoup confrontés à certaines difficultés pour recruter sur place, des difficultés liées au blocage administratif, et pour trouver des financements parce que leurs projets sont souvent jugés très risqués. Pour moi, ces difficultés résultent du fait que ces entrepreneurs de la diaspora s'aventurent dans un écosystème qu'ils ne maîtrisent pas exactement ou qu'ils maîtrisent peu. Ils ne trouvent pas également de bons acteurs en termes de financement, en termes de fournisseurs, en termes de partenaires sur place, aussi bien des partenaires pour développer leurs compétences, mais aussi des partenaires avec lesquels travailler sur place. Voilà pourquoi il est nécessaire pour vous de trouver des structures
qu'il faut pour vous accompagner dans vos projets d'entreprendre en Afrique. Je vais donc essayer de vous dresser un portrait assez synthétique de notre dispositif d'accompagnement. Notre structure d'appui à l'entrepreneuriat propose 2 branches d'accompagnement. Une branche généraliste pour accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets, quel que soit leur secteur d'activité, multisectoriel. Avec, à ce niveau, nous travaillons beaucoup sur l'entrepreneur et son business. Une deuxième branche beaucoup plus spécialisée dans le domaine de la transformation des produits agricoles. Et là, c'est un incubateur dédié uniquement aux entrepreneurs de l'agroalimentaire. À ce niveau, nous travaillons sur le produit en termes de recherche et développement, en termes de prototypage. Nous travaillons sur le packaging, en plus de travailler sur le renforcement des compétences entrepreneuriales. Nous accompagnons aussi bien les très petites entreprises et aussi des PME. Nous proposons à la fois des formations à la carte qui sont destinées au renforcement des compétences des entrepreneurs et ensuite un accompagnement individuel sur le terrain pendant 1 an. Pour les entreprises à fort potentiel de développement, nous proposons du coaching allant de 6 à 24 mois. Et là, nous sommes sollicités par des entreprises du secteur privé ou d'institutions depuis plusieurs années sur plusieurs géographies pour justement coacher ces entrepreneurs de manière individuelle. Et là, nous sommes plutôt dans l'accélération. Nous facilitons aussi l'accès à du financement, notamment à travers des partenaires que nous avons sur place. Et pour exemple, nous allons citer la Fondation Louis Dreyfus, qui, par le biais de notre incubateur de transformation agroalimentaire Transform, vous avez certainement entendu parler de cela, a financé un concours de plan d'affaires pour apporter une solution à la problématique de financement des PME de ce domaine d'activité. Il y a aussi un gros programme qu'on met en œuvre actuellement, le programme PUDICAS, qui est un financement de la Banque mondiale que nous mettons en œuvre dans 2 villes, notamment à Bouaké et San Pedro. Il s'agit, dans ces 2 villes, de développer 3 sous-programmes. Un premier sous-programme qui est le fonds à coût partagé, qui permet aux PME d'obtenir une subvention pour booster leur activité. Il y a aussi le concours de plan d'affaires qui permet aux jeunes porteurs de projets d'accéder à un financement pour créer ou développer leur entreprise. Et il y a le programme d'accélérateur de croissance qui aide l'entrepreneur à progresser en termes de compétences entrepreneuriales et l'entreprise à accroître sa rentabilité. Avec nous, vous bénéficiez d'un accompagnement lorsque vous avez d'abord une idée d'entreprise, vous pouvez passer chez nous. Quand vous lancez votre entreprise, vous êtes éligible chez nous. Quand vous voulez structurer votre entreprise et quand vous voulez développer votre entreprise. Vous savez, la difficulté quand on entreprend, c'est de maîtriser son environnement. Et pour quelqu'un qui arrive de loin, notamment les migrants ivoiriens, il y a besoin d'être accompagné parce que l'entrepreneur, par essence, est une personne isolée et le fait de se faire accompagner, ce n'est pas juste accéder à du renforcement de compétences, c'est aussi pour nous, un petit CIED, intégrer une communauté, un réseau. C'est la raison pour laquelle l'IECD et son partenaire CIED, de manière systématique, proposent à leurs bénéficiaires d'intégrer le club alumni d'entrepreneurs qui va leur permettre, 1, d'accéder à des opportunités d'affaires, 2, de faire du réseautage, 3, de travailler plus spécifiquement sur des thématiques précises pour renforcer leurs compétences, 4, de faire des visites d'entreprise et 5, de faire visiter même leur propre entreprise. C'est ce qu'on appelle la clinique de l'entrepreneur. J'encourage vivement ces entrepreneurs, même s'ils se sentent aguerris, à intégrer une ou plusieurs structures d'appui à l'entrepreneuriat qui vont pouvoir leur offrir des portes et leur permettre d'accéder à la réussite, soit en phase d'idéation, de lancement, de développement ou d'accélération. Pour nous, c'est de mettre en réseau avec un tissu entrepreneurial qui recherche parfois des investisseurs. Donc, vous avez la possibilité soit de créer de toutes pièces un business, soit même d'investir dans un domaine existant au travers d'un portefeuille d'entrepreneurs que nous avons dans notre liste, qui ont été formés et accompagnés par nos structures. Vous pouvez aussi trouver des associés ou des partenaires en local qui pourraient justement être un bon moyen de faire affaire.
En termes d'accompagnement de migrants, nous sommes en partenariat avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui, depuis plus de 2 ans, nous fait confiance à ce niveau. Donc, avec l'OFI, nous mettons en œuvre le programme d'insertion et de socialisation des migrants qui font leur retour volontaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit de préparer le migrant, de l'aider à trouver un projet et à le structurer et puis lui octroyer une subvention d'amorçage. En termes de statistiques, pour ce projet OFI, nous avons reçu 52 bénéficiaires migrants provenant de France, d'Allemagne, de Tunisie et du Maroc. Les projets qu'on a pu installer, c'est 45 projets installés, soit un taux d'installation de 86,53%. Et parmi ces projets installés, il y a 86,66% des bénéficiaires qui sont en activité. Donc, les subventions octroyées aux bénéficiaires aussi entre 2 800 et 6 300 euros. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons distribué une subvention totale de 201 570 euros, soit 132 200 000 francs de francs CFA. Comment est structuré notre accompagnement envers ces migrants? D'abord, on a l'accueil du porteur de projet. À ce niveau, c'est de la découverte. Nous essayons de comprendre la raison de son retour, de voir un peu son projet d'insertion en Côte d'Ivoire qu'il veut développer. Ensuite, nous passons à la phase d'accompagnement à la structuration du projet, qui commence par une formation pour porteur de projet qu'on développe régulièrement. Et au cours de cette formation, il obtient les outils et les compétences qu'il faut pour faire une étude de marché et qu'il a fait sur le terrain. Et à partir de son étude de marché, nous construisons avec lui un business plan. Pourquoi un business plan? Parce qu'il doit soutenir effectivement son projet à un comité qui se tient généralement à l'ambassade de France pour vraiment présenter qu'il est en capacité de porter son projet et de voir qu'il y a effectivement une opportunité d'affaires au niveau de la Côte d'Ivoire pour lui. Donc, on le prépare au pitch pour qu'il puisse faire face à ce comité. Et après, on a la gestion des décaissements pour les installations des promoteurs et on fait le suivi post-installation. À ce moment, nous essayons de donner des outils, de développer son hard skills à travers la formation en management, en marketing et tout ça. Donc, voilà comment nous, dans l'ensemble, nous appuyons les entrepreneurs qui souhaitent investir ou venir investir en Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Guy Fernand, pour cette intervention. Et c'est vrai d'avoir appuyé aussi, en effet, sur, je pense, l'importance de créer des partenariats. On en avait, enfin, c'est revenu, c'est vrai, plusieurs fois sur différents webinaires. Et c'est vrai que je pense que c'est hyper important, quand on arrive dans un pays, pour monter son projet, de trouver les bons partenaires pour réussir, en fait, simplement à monter son projet. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. S'il n'y a pas de questions, et je le dis encore, je réinvite vraiment les participants à poser leurs questions, ou soit dans le chat, ou soit à lever la main pour interagir directement. Je vais laisser la parole à Herman pour son intervention. Oh, c'est super, merci. Bonjour à tous. Pardon. Merci Oriane pour l'opportunité. Et puis, merci à Meet Africa et aussi au réseau Amina pour cette opportunité-là. Donc, rapidement, moi, pour me présenter, donc, je suis Herman Christian Kouassi. Je suis cofondateur et président d'Incubivoire, donc Incubivoire qui est un incubateur de porteurs de projets qu'on a monté en 2016. Donc, je suis un produit, on va dire aussi de la diaspora. Donc, qu'on a monté avec 2 autres associés qui sont, eux, toujours en France. Donc, incubateur généraliste dans ses débuts. Incubivoire s'est spécialisé à partir de 2020 sur la structuration des chaînes de valeur cacao, manioc et banane plantain. Et en ce moment, nous travaillons avec la coopération allemande, justement, afin de déployer des solutions autour de ces chaînes de valeur-là, qui consistent à les structurer et puis à pouvoir accompagner nos entrepreneurs à créer de la valeur aussi bien sur leur territoire, mais aussi, on va dire, pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et je pense que M. Lamère en parlait bien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, selon
le dernier PND, c'est 28% du PIB, c'est beaucoup d'investissements qui sont prévus, c'est de la transformation puisque l'État de Côte d'Ivoire entend d'ici 2050 passer à 30 à 50% de transformation de tout ce qui est matière première. Donc, c'est un secteur qui est véritablement, je vais dire, en forte progression. Donc, moi, mon intervention, elle va s'axer autour de l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est écosystème start-up, c'est vraiment nouveau. Donc, cet écosystème-là a commencé à être développé autour, on va dire, des années 2014-2015. Donc, on est vraiment dans un écosystème qui se développe tant bien que mal, mais avec beaucoup de regards tournés vers les startups. Et je pense que depuis l'année dernière, si je ne m'abuse, l'État de Côte d'Ivoire, justement, a décidé de vouer une place aux PME et aux startups. Et donc, pour cela, on a en ce moment l'Ivorian Startup Act qui va consacrer cela avec une loi sur les startups ivoiriennes pour leur permettre de véritablement pouvoir se déployer. Donc, normalement, le ministère en charge de cela, c'est le ministère de l'économie numérique qui travaille à cela. Et dans les prochains jours, on aura normalement au niveau du Parlement ivoirien un décret, une loi pour encadrer tout ce qui est start-up en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi une nouveauté en Côte d'Ivoire, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le GUD, donc un projet, c'est le guichet unique des entreprises en Côte d'Ivoire, donc guichet qui aura deux entités, donc une entité pour l'accompagnement à partir d'une structure qui s'appelle Côte d'Ivoire PME, qui était l'ancienne agence Côte d'Ivoire PME qui accompagnait tout ce qui était, on va dire, entreprises, PME et start-up. Et on a un fonds de garantie, voilà, qui sera basé au sein d'une autre structure pour véritablement pouvoir faire de la garantie pour les entreprises qui auront besoin de financement. Donc, le GUD a été lancé et c'est toujours, pour le gouvernement, ça consiste toujours à pouvoir appuyer les entreprises ivoiriennes. Il faut aussi dire que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un système pour permettre aux entreprises locales de pouvoir avoir 30% des appels d'offres qui sont lancés par le gouvernement ou même aussi faciliter auprès des multinationales, des coopérations avec des entreprises locales. Donc, voilà ce que je peux dire effectivement sur l'écosystème. Maintenant, pour parler, on va dire, du rôle de la diaspora, la diaspora compte, hein, et ils le savent, compte pour beaucoup au niveau du retour de cette diaspora, parce que je pense que depuis 2012, lors de son ascension au pouvoir, le président Alassane Ouattara avait véritablement lancé un appel envers cette diaspora. Et depuis lors, la diaspora comprendra qu'il y a eu un ministère qui a été à l'époque mis en place pour la diaspora. Aujourd'hui, ce ministère-là se trouve au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, avec une direction générale dédiée à toutes les activités de la diaspora. Et au sein de cette direction générale, aujourd'hui, il y a ce recensement non seulement des compétences de la diaspora ivoirienne, mais il y a aussi cet accompagnement-là pour les entrepreneurs ivoiriens avec pas mal de sollicitations, on va dire avec des banques, des structures de financement pour permettre l'appui à la diaspora de véritablement pouvoir mettre non seulement son savoir-faire et son savoir-être au développement de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a ce volet-là aussi qui se met en place. Et puis, enfin, pour parler des secteurs, je pense que M. Lamet l'a dit, les BTP très en vogue, mais le secteur agricole qui aujourd'hui a une très grosse place dans le PND. Et aujourd'hui, vous verrez qu'au niveau des différents conseils régionaux, il y a pas mal de projets dans l'agriculture qui se développent. Et donc, si moi, je peux faire un focus aujourd'hui, puisque nous, Incubivoire, nous nous spécialisons, comme je l'expliquais, depuis 2020,
dans le secteur agricole. Aujourd'hui, notre rôle, c'est véritablement de travailler pour un écosystème entrepreneurial agricole intéressant pour permettre aux entreprises agricoles de pouvoir se développer. Donc, notre travail à ce niveau-là déjà consiste à faire un travail très terrain, parce que vous conviendrez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans l'agriculture, notre agriculture reste quand même encore très primaire, avec l'outil de la daba, de la machette, et donc pas forcément de productivité. Donc, nous essayons, nous, à notre niveau, de travailler en zone rurale avec l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur. Déjà, c'est de les sensibiliser à développer un nouveau mindset entrepreneurial, d'accord, en tout cas pour ceux qui ont des possibilités, qui ont la capacité de pouvoir avoir ce statut-là de l'agripreneur. Donc, on va essayer de faire avec eux des ateliers déjà d'idéation pour qu'ils comprennent de manière assez simple que c'est des acteurs à part entière de développement et qu'en tant qu'acteurs de développement, voilà, ils doivent pouvoir entrer en fait dans une chaîne de productivité avec des ateliers, par exemple, sur de la gestion financière, sur des bonnes pratiques agricoles, sur la collaboration, sur l'intérêt des coopératives, voilà, pour se mettre ensemble, pour mutualiser l'ensemble des efforts. Il y a aussi la recherche de débouchés pour ces différents acteurs. Et ce qui, pour nous, est le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des ponts entre la production, la transformation, l'emballage et puis on va dire l'accès au marché. Donc, c'est l'ensemble des activités que nous essayons de mener. Et pour ce qui concerne la diaspora, Incube Ivoire, ça fait la 2e année maintenant que nous sommes partenaires du programme Meet Africa et notre rôle consiste à pouvoir orienter ces acteurs de la diaspora qui, on va dire, même s'ils sont originaires d'Afrique, originaires de la Côte d'Ivoire, pour certains, sont partis depuis longtemps, donc n'ont pas forcément de repères. Donc, nous, en tant qu'acteurs locaux, on va essayer de les aiguiller dans leurs projets, essayer de les accompagner au mieux pour leur permettre d'éviter soit des pièges, parce que voilà, il y a des manières de fonctionner, il y a des manières de faire qu'ils ne maîtrisent pas, aussi favoriser des mises en relation sur des points spécifiques dans l'accompagnement de leurs projets et aussi, on va dire, la mise à disposition de local. Donc, quand ils sont de passage en Côte d'Ivoire, la possibilité d'avoir une salle de réunion, d'avoir un bureau et aussi de rencontrer des experts. Mais ce qu'on sait le plus faire, c'est la mise en réseau. Voilà, la mise en réseau qui est un élément essentiel pour les personnes de la diaspora qui ont très souvent la formation, qui ont aussi des moyens, mais le réseau pêche souvent et nous mettons à disposition de ces personnes-là notre réseau afin de mieux les accompagner, de faire au mieux pour que voilà, ils perdent moins de temps. Parce qu'on sait qu'une activité en Afrique, elle peut être chronophage, ce qui n'est pas forcément essentiel ou, pardon, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc, véritablement, sur tout, on va dire, ce parcours-là, on essaie d'être au plus près de nos entrepreneurs et surtout de les aiguiller et aussi de leur faire prendre conscience que, voilà, en Afrique ou du moins en Côte d'Ivoire, les choses se passent, les choses avancent au rythme auquel ils doivent avancer. Donc, c'est avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'humilité qu'ils doivent entrevoir ce parcours de l'entrepreneur-là. Donc, voilà rapidement ce que je peux dire sur ce que nous faisons et sur ce qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir apporter à cette diaspora-là. Pour moi-même, avoir été de la diaspora, je sais que c'est jamais évident. Entre les procédures administratives, entre l'implémentation. Et surtout, aujourd'hui, il y a le fait qu'en tant que membre de la diaspora, on est toujours perché entre deux. Et si moi, voilà, si je peux le dire aux personnes de la diaspora, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment vous investir sur le continent, si vous voulez vraiment venir en Côte d'Ivoire, il faut faire le choix de tester le terrain pendant 1 à 2 années pour véritablement vous implanter parce que c'est bien hein, d'être entre deux, mais très souvent, comme je le disais, ça peut être chronophage de développer
un business en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, mais avec l'abnégation, on parvient toujours à s'en sortir. Merci beaucoup, Herman, pour cette intervention. Super intéressant. On se rend compte déjà d'une part qu'on revient sur cette question de réseau qui est extrêmement important quand on veut développer son projet. Merci à tous les trois pour vos interventions. Je vous invite d'ailleurs à donner vos contacts ou des liens ou si vous avez envie dans le chat pour pouvoir être mieux en relation justement avec les personnes qui sont présentes. Comme c'est écrit, du coup, je vous invite encore une fois à poser vos questions. Et sinon, moi, j'en ai quelques-unes. La première étant, comme vous devez le savoir, il y a pas mal en tout cas, la question qui revient très régulièrement et pour quasiment tout le monde, c'est cette question autour du financement. Du coup, je voudrais vous poser la question à vous, en tout cas donner des éléments de réponse peut-être pour les personnes qui sont présentes. Comment trouver les financements et surtout peut-être à quel stade de développement de son entreprise est-ce qu'on doit commencer à chercher des financements? Moi, je voudrais dire un mot là-dessus peut-être. Je ne suis pas intéressé parce que moi, je ne propose pas de financement et donc… Mais c'est vrai que j'ai bien aimé l'intervention d'Herman, disait il faut choisir à un moment donné. Et je pense qu'être membre de la diaspora, c'est une force déjà de connaître un peu les deux cultures et d'avoir envie déjà de venir en Afrique ou de revenir en Côte d'Ivoire pour faire quelque chose de solide et sur la durée avec ses compétences des fois qu'on a acquis en France. Donc, je pense que c'est une force. Et après, il a tout à fait raison. Il faut choisir, dire que c'est un investissement à un moment donné à temps plein. On ne peut pas être sur les deux plateaux. Mais enfin, moi, je le dis assez librement. Je pense que le potentiel économique, le potentiel de développement en France et en Europe, ça stagne globalement le développement économique. Et l'Afrique, c'est l'avenir. Donc, la Côte d'Ivoire, ça fait un des pays d'avenir. Donc, le choix est assez facile à faire. Après, nous, ce qu'on voit, encore une fois, nous, on n'intervient pas trop dans la structuration de projets, donc ce modèle entrepreneur. Nous, on gère déjà des entrepreneurs qui sont structurés, qui ont une structure, une entreprise et un SIRET. Et donc, on peut travailler avec ces entreprises-là une fois qu'elles sont structurées. Mais je pense que c'est une force aussi d'avoir une entreprise en France pour pouvoir travailler sur la Côte d'Ivoire et notamment sur la partie du financement. Qu'on le veuille ou non, je ne sais plus quel intervenant parlait des structures qui sont mises en place pour aider les Startup Act, aider les PME ivoiriennes, etc. Mais tout ça débute à peine et l'État ivoirien n'a pas forcément les moyens de ses ambitions, les financements pour financer ces PME et développer ce type de structure. Alors qu'en France, on a des programmes d'incubation, d'aider des startups, de financer la R&D et donc des solutions de financement beaucoup plus généreuses. Donc, la meilleure façon de faire pour un entrepreneur, et ce que font, je pense, la plupart des entrepreneurs de la diaspora, c'est d'avoir son siège social, notamment en France, pour bénéficier de ces aides, des financements comme BPI France, voire d'autres fonds privés, mais des financements aussi publics, pour aller financer sa R&D aussi, quand on a besoin de développer des applications télécom, on peut la co-développer en Côte d'Ivoire et en France, mais on a besoin de financement, on a besoin d'aide d'instituts de recherche ou d'universités. Et en fait, nous, on voit des entreprises qui se créent comme ça en France par soit des entreprises ivoiriennes, soit des Ivoiriens de la diaspora, pour bénéficier de ces soutiens, cette générosité au niveau français, où il y a des gros financements, et pouvoir après bénéficier de ces financements pour structurer une offre, structurer une R&D, et puis partir à la conquête du marché ivoirien, puis pourquoi pas panafricain. Merci beaucoup. Est-ce que Herman ou Guy Fernand, l'un de vous, veut également répondre Moi, je vais répondre aussi à cette problématique de financement. Ce qu'a dit M. Lamère tout à l'heure, c'est-à-dire que
la personne de la diaspora a déjà deux cultures, qui est un gros avantage pour lui en fait. Donc, il a déjà la culture entrepreneuriale de l'Europe, là où il était, et il a aussi la culture ivoirienne, qui est aussi une culture très importante à avoir. Mais ce qui manque, c'est qu'il a été déconnecté à un moment donné de cet environnement, de cet écosystème. Donc, lorsqu'il veut entreprendre en Côte d'Ivoire, et c'est le moment de venir voir comment est-ce que je peux mieux structurer mon insertion ou bien mon entreprise en Côte d'Ivoire. Parce que l'environnement économique change et évolue très vite. Il y a des structures de financement qui existent. Bon, les banques commerciales financent peu les créations d'entreprises. C'est les banques commerciales, donc elles veulent faire du profit. Et aussi, il y a les fonds qui existent, mais qui ont besoin que les personnes qui veulent bénéficier de cela puissent être sur le territoire et être aussi en mesure de prouver que leur activité ou l'entreprise fonctionne. Et M. Kwasi a donné quand même une astuce de venir, de tester le marché, d'implémenter quand même de façon primaire son business et de voir un peu les réalités du marché et de dire, tiens, j'ai de la place et j'ai ce sur quoi valoriser mon offre pour solliciter un financement parce que ce financement pourra m'aider à progresser et il y a du réel, il y a du vécu. Et ça, c'est très important. N'hésitez pas à tester d'abord le marché. Vous testez le marché, vous comprenez bien l'environnement parce qu'en testant le marché, vous allez faire face à certaines difficultés qui sont pour vous des points d'étape de progression, qui sont pour vous des challenges que vous allez surmonter et qui fera de vous un bon entrepreneur qui est plus dans la réalité des faits que dans l'histoire. Parce que pour ceux qu'on a reçus qui sont venus de l'Europe, ils disent, OK, ça marche ici, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Mais lorsqu'on le met sur le terrain pour faire une étude de marché, il se rend compte qu'il était peut-être dans un rêve. Du coup, les réalités changent. Donc, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il trouve d'autres moyens ou d'autres stratégies pour mettre son projet en œuvre. Donc, le plus important, c'est d'être disponible sur place, de tester le marché, d'avoir l'historique de son vécu en Europe, de l'intégrer ici pour que ça crée aussi l'innovation et que ça marque un peu la différence entre les acteurs qui existent, qui prennent en compte les réalités de l'Europe et combinent avec les réalités ivoiriennes qui feront de lui un entrepreneur modèle et qu'on sent qu'il pourra progresser. Ok, très bien, merci beaucoup. Oui, Herman. Oui, rapidement pour intervenir sur ce point. Moi, je dis que je vais prendre plutôt la casquette d'une personne qui est rentrée de la diaspora. Moi, Simon, j'ai un conseil à partager, en tout cas avec ceux qui nous suivent, c'est que lorsque vous décidez d'entreprendre dès le début en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, en tout cas, essayez d'éviter tout ce qui est levée de fonds, essayez dans les 2 premières années, en fait, d'éviter tout ce qui est dette. Parce que vraiment, le marché, déjà, en fait, sur le marché africain, sur le marché ivoirien, c'est difficile d'avoir de la data, c'est difficile d'avoir de la donnée qu'on peut réellement exploiter pour se rassurer, par exemple, sur un business plan. Et je pense que M. Lamère et M. Apela l'ont dit, très souvent, on a une idée d'un secteur. Quand on arrive sur ce secteur-là, en fonction de comment est-ce qu'on l'appréhende, en fonction des opportunités, du réseau qu'on a, ça peut bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer. Et donc, si vous partez dès le début avec un handicap qui est celui de porter soit une dette ou de diluer le capital, à un moment donné, il vous sera véritablement difficile de vous relever. Moi, ce que je conseille, je veux dire qu'ici, le marché, en tout cas pour l'appréhender, vous pouvez tester en tout cas à petite échelle, voir comment est-ce que ça se passe, je veux dire, être toujours en itération par rapport à son produit, par rapport à sa cible, par rapport à sa vision, parce que moi, je vous l'ai dit, dès le début, nous, on était un incubateur généraliste, mais à force d'être là pendant 3 ans, à un certain moment, on a été obligé de bifurquer et aujourd'hui, on s'est positionné sur le secteur agricole, mais on a pris 3 ans. Nos investissements de départ dans lesquels on avait investi, parce qu'on est venu avec un business plan et tout ça, ça n'avait pas marché. Donc, il a fallu qu'on soit réellement sur le terrain pour tester et pour apprendre. Je pense qu'à ce moment-là,
Une fois que vous allez véritablement maîtriser votre sujet, là, non seulement vous allez intéresser des investisseurs parce qu'il y en a qui existent, hein, on a Comway Capital, on a CL Capital, mais c'est des structures qui ont un certain montant pour leur ticket. Et si vous n'avez pas de traction, il sera véritablement difficile de faire appel à ces structures-là. Donc, moi, je vous conseille en tout cas de partir avec du family investissement et ce genre de choses, voilà, très, très, très minime pour tester votre solution. Une fois que vous avez conscience que vous avez marché, voilà, là, vous pouvez faire appel à de la dette ou faire de l'appel à de l'investissement. Merci beaucoup. Et donc, je retiens qu'en fait, en effet, c'est aller sur le terrain, essayer son marché, notamment en se reliant à différentes structures d'accompagnement qui peuvent nous aider donc à lier des partenariats ou à tous les éléments que vous avez mentionnés avant. Et à partir de là, après quelques années, justement, commencer la recherche de financement. J'ai vu qu'il y avait alors pas une question, mais une intervention de Diaby. Est-ce que vous souhaitez un petit peu développer justement ce que vous avez dit sur le fait de s'appuyer sur les entreprises existantes en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez prendre la parole pour peut-être témoigner là-dessus? Il me laisse quelques secondes, si jamais. Allô, bonjour à tous. Alors, merci pour ce panel qui est très enrichissant. Oui, je me dis qu'en s'appuyant sur les entreprises existantes, on a déjà l'entrepreneur sur le terrain qui a déjà fait ses preuves, ses études de marché, les réalités du terrain au niveau de la banque, au niveau de tout ce qui est information sur la fiscalité, tout ce qui est volet administratif. Et puis, ça permettrait aux membres de la diaspora qui souhaitent investir ici de gagner du temps, mais aussi d'optimiser ses ressources et tout. Et puis voilà, après, ça dépend aussi du domaine d'activité dans lequel l'entrepreneur de la diaspora souhaiterait investir. Donc voilà, je me dis que c'est quand même un point assez important parce que quand on ne maîtrise pas le marché et qu'on vient tout de suite parce qu'on a les ressources et on veut forcément se dire investir dans le pays sans vraiment connaître l'écosystème et tout, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire. Oui, moi, je peux compléter là-dessus parce qu'il y a deux commentaires enfin, par rapport à ça. Donc après, il faut savoir quel est le projet de l'entrepreneur. En effet, ça peut être soit de créer une structure, soit de la racheter, une structure existante. Après, faire un partenariat, mais c'est aussi un autre modèle peut-être économique. Mais je pense que ça a été dit c'est pas Herman, je crois que c'est Guy qui disait, hein, c'est vrai que la double culture, c'est un avantage. Je pense que mais on sent quand même qu'un certain nombre de personnes de la diaspora est en décalage par rapport aux réalités africaines qui bougent beaucoup. Donc voilà, et je pense que je voulais insister là-dessus sur le fait que l'Afrique change beaucoup, la Côte d'Ivoire change beaucoup, et donc c'est vrai qu'il faut être un peu prudent par rapport à ça. Au niveau de la communauté d'affaires, parce que les entreprises, bon, moi, je vais parler de la communauté d'affaires plutôt des entreprises françaises. Elle est très structurée ici. Donc, en effet, il y a une chambre de commerce française en Côte d'Ivoire, il y a une chambre de commerce européenne, et il y a aussi un cercle français des affaires. Et c'est des grosses unités. Hein. La chambre de commerce française en Côte d'Ivoire, c'est 1000 membres. C'est parmi les plus grosses au monde. Le cercle français des affaires, c'est 500 ou 600 membres. La Eurocham, la chambre de commerce européenne, c'est 200 membres. Voilà, donc c'est des structures qui sont assez solides et c'est vrai que ils ont tous des activités de networking une fois qu'on est implanté sur place et ça peut être un bon moyen, bien sûr, de networker avec, encore une fois, des clients ou des partenaires potentiels. Voilà, donc s'appuyer, c'est changer des conseils. Après, si vous créez une structure, une activité, vous pouvez aussi avoir des concurrents. Donc, les gens, c'est pas parce que vous arrivés sur place qu'on va vous donner toutes les informations de type études de marché, etc. Donc, si vous êtes partenaire, ça se partage. Si vous n'êtes pas partenaire, vous êtes concurrent et dans ce cas-là, ça se partagera moins.
Mais voilà, gardez en tête que la communauté d'affaires, au moins française, au moins celle que je connais ici en Côte d'Ivoire, elle est très structurée, donc c'est un atout. Encore une fois, si vous êtes entrepreneur basé en France avec votre structure en France, il faut profiter de ces atouts et networker dans cette communauté-là qui est assez conséquente. Ok, merci beaucoup. J'allais dire, au-delà des questions, s'il y a des personnes qui sont présentes qui veulent témoigner peut-être aussi de de leur histoire à eux, ou comment est-ce qu'eux ont réussi ou pas, parce que les échecs sont parfois aussi intéressants à comprendre pour avancer et évoluer, comprendre ce qui ne fonctionne pas pour justement pas refaire. De la même manière, j'invite également à prendre la parole là-dessus. Sinon, j'avais une question aussi. Pour les structures d'accompagnement, en fait, quel est l'élément premier qui est regardé pour dire, OK, cette structure, ce projet-là, cet entrepreneur ou cette entrepreneuse, on va l'accompagner, et à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur ou une entrepreneuse n'est pas accompagné? OK, je vais intervenir. Donc, nous, le plus important, c'est en fait, dans le thème d'entrepreneuriat, il y a le binôme promoteur-projet. Et pour nous, il est plus important d'avoir un bon porteur de projet et un mauvais projet. Le contraire, c'est d'avoir un bon projet et puis un mauvais porteur de projet. Donc, du coup, la première des choses, c'est celui qui va porter le projet qui nous intéresse. Et je pense que toutes les institutions ou les organisations qui financent s'appuient généralement sur le porteur de projet. Donc, déjà, pour nous, avoir des compétences, des soft skills assez importants pour pouvoir porter le projet, c'est aussi une de nos priorités. Donc, déjà, on essaie de travailler sur les soft skills du porteur de projet. Donc, on verra avec lui développer toutes les craintes qu'il a, les limites qu'il a. On va développer avec lui le leadership, la confiance en soi. Et après, on va essayer de construire avec lui les hard skills. C'est-à-dire que s'il lance son activité à petite échelle, il expérimente son activité, il commence à faire aussi des premiers pas, il a des erreurs qui permettent de corriger. À ce moment, les hard skills vont permettre de mieux structurer. Du coup, on passera de phase d'idéation à lancement et de lancement à structuration. Donc, à ce niveau, quand on a fini de modeler le porteur du projet, on travaille sur le produit, le projet qu'il a. Du coup, on l'organise mieux, on le structure mieux. Donc, le business model est assez structuré. Et en ce moment, les deux éléments sont bien huilés pour faire marcher le business. Donc, les hard skills qu'on va mettre en place vont donner des outils de structuration du chef d'entreprise pour conduire son activité sur 2 ou 5 ans. Et en ce moment, il va amorcer un premier développement qui, pour nous, on passe en phase d'accélération, qui rentrera dans un système de coaching, de mentorat, de réseautage, parce que là, il a besoin de se connecter à des fournisseurs, de se connecter à d'autres investisseurs qui veulent booster son activité, il a besoin de rechercher des finances et tout ça. Et à ce niveau, on pense qu'avec toutes les étapes franchies, il est assez bien outillé pour bien développer son activité, pour la rendre plus pérenne. Voici comment on prend en compte le promoteur, le porteur du projet, jusqu'à ce qu'il puisse implémenter son projet à terme. Merci beaucoup, Guy. Et Jean-César va devoir nous quitter. Donc, je le remercie encore une fois de sa présence et de son intervention. Et il a laissé les coordonnées de Business France. Donc, si jamais il y a besoin, j'imagine qu'on peut le contacter. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Ensuite, oui, super intéressant, pardon, je bafouille. Oui, super, merci pour ça. J'avais une question également un petit peu plus sur les freins. Du coup, vous disiez que ce qui était intéressant aussi, c'était plus le porteur de projet que le projet en lui-même, ce qui est assez intéressant, parce que c'est peut-être justement les hard skills qui peuvent être développés peut-être plus facilement, en fait, que les soft skills. Est-ce que spécifiquement en Côte d'Ivoire, il va y avoir des
des freins ou des points d'attention à avoir? Oui, pardon, si je peux répondre à ça, mais en fait, ça rejoint un peu la première question que vous posiez, en fait, Oriane. Nous, en fait, l'expérience, hein, aujourd'hui, avec 7 années d'expérience, avec le retour qu'on a, en fait, ce qui est le plus recherché, en fait, pour nous, c'est la capacité d'écoute déjà de l'entrepreneur et, en fait, sa capacité aussi à se remettre en cause, à se questionner sur son projet. Et puis, à un certain moment, c'est qu'est-ce que cet entrepreneur est prêt à sacrifier? Parce qu'il y a aussi ça, parce que quand on veut accompagner quelqu'un dans le long terme, je pense que c'est ces 3 choses qu'il faut regarder, parce que de toute manière, une structure d'accompagnement, elle ne fait pas le projet à la place du porteur de projet. La structure d'accompagnement est juste là pour aiguiller le porteur de projet, est juste là pour le challenger. Nous, par exemple, lorsqu'on accompagne un porteur de projet, on ne dira jamais au porteur de projet, non, mais ta solution, c'est pas ça. On va le challenger au maximum pour que lui-même, il se rende compte que, ah, si je fais ça, voilà le risque, par exemple, que j'encours. Mais un entrepreneur qui n'écoute pas, un entrepreneur qui n'est pas capable de se remettre en cause ou de se poser les bonnes questions et surtout qui n'est pas prêt au sacrifice, je veux dire que quelle que soit la qualité de l'accompagnement que vous allez lui donner, il pourra vraisemblablement pas avancer. Et moi, j'ai envie de dire que le frein, très souvent, pour des entrepreneurs qui viennent en Afrique, surtout quand on est issu de la diaspora, avec l'ensemble des mécanismes qui sont mis en œuvre pour accompagner l'entrepreneuriat là-bas, et ici, c'est 2 mondes différents. Donc, je dirais que si on arrive dans la tête en se disant qu'on quitte l'Europe ou on quitte la France pour espérer avoir les mêmes avantages et les mêmes intérêts en Côte d'Ivoire, oui, ça, c'est le risque premier pour échouer sans qu'on ait commencé. Donc, véritablement, je pense que tout le monde l'a dit et on est tous unanimes là-dessus. Les opportunités, elles sont là. Maintenant, comment prendre ou comment bénéficier de ces opportunités, ça, c'est une autre question. Après, je pense que le business, on va dire, en Afrique, c'est beaucoup de relationnel. C'est beaucoup de relationnel, c'est beaucoup de présence et c'est beaucoup d'échanges, on va dire, avec les personnes qui vont vous faire confiance, en fait, pour la première fois. Et donc, c'est cette patience-là qu'il faut véritablement cultiver. Et une fois que vous l'avez bien cultivé, vous l'avez bien compris, je pense qu'après, voilà, les choses se passent. Et toujours aussi, il ne faut pas se murer, il ne faut pas s'enfermer dans son monde. Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut fréquenter et aller dans ces réseaux-là. Je pense qu'on l'a tous dit. Et c'est à force d'être dans ces réseaux, c'est à force de se faire connaître que véritablement, les gens ils commencent à vous faire confiance. Et puis, quand on vous donne l'opportunité, après, c'est ça, quand on vous donne l'opportunité, il faut savoir profiter de cette opportunité parce que vous ne l'aurez pas 2 fois. Donc, préparez-vous à attendre cette opportunité. Et dès que vous avez cette opportunité, foncez. Et à partir de là, on va dire que tout se décompte. Donc, ce qui peut être un frein ici, c'est l'entrepreneur qui peut être son propre frein. Merci beaucoup, c'est super intéressant. On va prendre une dernière question, Cilia. Je vais laisser quelques secondes pour s'il y a une intervention enfin, si quelqu'un veut poser une question ou intervenir. Sinon, on va conclure ce webinaire. Donc, Herman, Guy, si vous avez une dernière chose à ajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas discuté ou un élément que vous voulez ajouter pour les entrepreneurs, je vous invite à le faire. D'accord, ok. Ben, peut-être moi, pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, on a véritablement besoin de la diaspora et on a aujourd'hui une direction générale de la diaspora qui travaille vraiment à travers une cartographie, qui travaille vraiment à la mise en place de partenaires. On ne peut pas dire que voilà, le travail est totalement fini, le travail est totalement parfait, mais on a déjà cette prise de conscience de la force que représente la diaspora. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes de la diaspora, n'attendez pas que tout soit cuit, tout soit finalisé pour venir, parce que si effectivement vous attendez ça, c'est que quand vous arrivez sur un marché qui est saturé. C'est le moment pour les personnes de la diaspora, en tout cas, qui ont les moyens, qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose, de venir, de se positionner, de chercher. Ce n'est pas facile, ça, il faut le dire.
c'est vraiment pas facile, mais il y a de la place pour les personnes de la diaspora. Et je pense que M. Lamé le disait, le fait qu'on ait eu ou qu'on soit issu de cette double culture nous donne un avantage concurrentiel déjà à la base. Après, c'est le mindset qu'il faut travailler, c'est la persévérance et surtout, c'est ce que moi j'ai coutume de dire aux personnes de la diaspora, ayez l'humilité lorsque vous revenez en Afrique de savoir que les choses ne se passent pas comme vous l'attendez ou bien comme vous le pensez. Si effectivement vous avez cette humilité-là, je pense que vous pourrez aller loin. Mais tant que vous ne l'aurez pas, je pense que voilà, vous allez tomber des nues. Et c'est véritablement moi ce message-là que j'ai envie de passer aux personnes de la diaspora pour leur dire qu'il y a beaucoup d'opportunités et ça ne sera vraiment pas raisonnable que nous, qui sommes originaires d'ici, on ne puisse pas venir profiter de ces opportunités-là. Donc, à la suite de ce qu'Eman a dit, effectivement, il y a de la place pour vous. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Et surtout, l'État a pensé à accélérer les choses pour garantir un peu votre insertion. Quand il met en place des structures comme Côte d'Ivoire PME, le CPC ou le guichet unique, c'est effectivement pour accélérer un peu le processus administratif, pour accélérer le mécanisme de financement et tout ça. Et en plus, la direction générale de la diaspora est un bon réseau pour vous, un bon réseau. Si vous arrivez, n'hésitez pas à aller les rencontrer. Ils ont des partenaires qui sont sur place, qui leur font confiance aussi. Et surtout, n'hésitez pas aussi à nous contacter en tant que structure d'accompagnement, qui sommes plus dans la réalité des faits, deux environnements différents. Il faut d'abord s'adapter à l'environnement dans lequel on veut investir, comprendre un peu les rouages, savoir à qui s'adresser, quelle structure pourra m'aider rapidement, comment j'organise mon business, comment je le structure, est-ce que mon modèle économique est encore d'actualité. Et effectivement, le rêve qu'on avait en Europe quand on vient ici, c'est différent. C'est différent avec les contraintes qu'on a citées, entre autres. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il y a des gens sur qui, ou des structures sur qui on pourrait s'appuyer, qu'on pourrait faire confiance pour faire évoluer aussi notre activité. C'est vrai, d'autres ont eu des bons résultats, d'autres par contre des échecs, mais il faut toujours s'appuyer sur tout ce qui avance et se mettre à jour, s'adapter et puis là pour le mieux, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas. Venez tester le marché. Venez parce que la place est aussi pour d'autres innovations, pour d'autres réflexions, d'autres projets nouveaux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui pourront avoir la clientèle qu'il faut. Donc, CIED se tient à votre disposition. On a nos contacts qu'on a partagés dans les chats et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. C'était super enrichissant, vraiment intéressant. J'ai vu qu'il y avait une main levée de Lanze Nikone. Je vous laisse prendre la parole. Si, ça fonctionne. Allô, oui. C'est l'opportunité que vous nous offrez pour participer à cette activité. Et la Direction générale de la diaspora, nous sommes heureux de participer à ce webinaire. Moi, je connais l'André, sous-directeur à la Direction générale de la diaspora. Désolé qu'on avec un peu de retard. Il connaissait depuis un moment aussi, il y a des problèmes de revenu. La Direction générale de la diaspora est Par contre, le son n'est pas très bon, on vous entend pas très bien. La Direction générale de la diaspora est disposée à accompagner la diaspora sur les thématiques d'investissement et dans l'accompagnement de nos diasporas, les investisseurs selon les différents secteurs d'activité. Donc, nous servons de couloir de... Non, je crois que ça a coupé. Il a dû perdre la connexion, je pense. C'était un petit peu haché, j'ai pas très bien compris tout ce qui a été dit. Si jamais il ne revient pas, je vous propose de vous donner déjà de remercier encore une fois les intervenants pour leurs interventions qui étaient extrêmement intéressantes et enrichissantes. Je vais vous donner un petit peu l'agenda des événements qui vont arriver très bientôt.
notamment l'atelier Meet the Network à Abidjan le 7 juin, où on va faire des ateliers d'intelligence collective, donc des réflexions autour du hub et de la valorisation de l'offre pays et de l'offre des structures d'accompagnement, donc le 7 juin à Abidjan. J'invite vraiment les structures à être présentes et à échanger pour qu'en fait le hub soit vraiment un outil co-construit, collaboratif, qui soit vraiment utile et utilisé à la fois par les structures d'accompagnement et les entrepreneurs et entrepreneuses. Également, les 3 webinaires à venir, il va y avoir le 15 juin un webinaire sur les tips des entrepreneurs de la diaspora, entreprendre dans son pays pour la première partie, et la seconde partie aura lieu le 6 juillet. Et le dernier webinaire de ce projet, donc Meet Africa, sera le 20 juillet autour de l'internationalisation en Afrique grâce au réseau des diasporas. Voilà, vous pouvez retrouver l'agenda sur le site Anima. Et je remercie tout le monde, encore une fois, pour leur présence, pour tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt.